Vue strictement biologique, si un oiseau s'arrache le bec, il ne repousse pas comme un ongle magique. Il se vide de son sang ou meurt d'infection. Et il ne peut plus manger. Exactement, il meurt de faim en quelques jours. Ce mythe de la mutilation sacrificielle est super séduisant pour l'esprit humain, mais la réalité de la mue est beaucoup plus pragmatique, bien qu'extrêmement exigeante. Donc, concrètement, comment il gère ses plumes abîmées et ses serres émoussées sans se suicider au sommet d'une montagne en air? Le processus est très graduel en fait. Les plumes s'usent avec la friction de l'air, le bec et les serres s'émoussent naturellement. Un aigle dont les plumes primaires sont endommagées perd drastiquement en aérodynamisme. Ce qui casse tout son modèle d'économie d'énergie. Exactement. Il doit alors compenser en battant des ailes, ce qui brûle trop d'énergie. C'est le cercle vicieux de l'épuisement. Il va donc muer, mais de façon symétrique et progressive. Symétrique, c'est-à-dire? S'il perd une plume vitale sur l'aile gauche, la même tombe sur l'aile droite. Cela lui permet de conserver son équilibre en vol, même si sa maniabilité et sa vitesse s'en trouvent fortement réduites. C'est donc une période de vulnérabilité très dangereuse, mais étalée dans le temps. Il ne s'immobilise pas complètement. Précisément, c'est un calcul permanent. Endurer une baisse de performance, accepter que les chasses soient plus difficiles pour garantir la réparation lente de son corps. C'est risqué? Très risqué. Cela exige d'ailleurs un environnement où la nourriture est relativement abondante, car chaque tentative de chasse ratée pendant la mue coûte très cher énergétiquement. C'est une véritable leçon d'endurance face à l'usure. Et c'est sans doute cette résilience, cette capacité impressionnante à remplacer ces vieilles pièces pour défier la vieillesse, couplée à sa maîtrise du ciel, qui a fait disjoncter l'imagination des hommes. Parce que l'autre grand aspect de notre analyse aujourd'hui, c'est que l'humanité entière a fait une fixation absolue sur cet oiseau précis. Oh oui. Le passage de l'ornithologie à la mythologie est l'un des phénomènes culturels les plus constants de notre histoire. On parle d'une universalité qui donne le vertige. L'Égypte ancienne l'érige en protecteur divin veillant sur les mortels, la Grèce antique y voit l'incarnation directe de Zeus, le roi des dieux. Et ça continue encore aujourd'hui? Bah oui, on avance dans le temps jusqu'à la fondation des États-Unis, qui le place sur leur sceau national. Pourquoi eux? Pourquoi pas le faucon, qui est bien plus rapide? Pourquoi pas le vautour, qui vole plus haut? Est-ce que c'est juste parce qu'il a le regard perçant et l'air un peu menaçant? Pas seulement, non. Il y a un mécanisme psychologique très clair à l'œuvre ici, que l'on nomme la projection. La projection. Oui. L'être humain a une tendance instinctive à utiliser les caractéristiques physiques des animaux comme des toiles vierges pour y projeter ses propres concepts philosophiques. Reprenons l'Égypte et l'idée de protection divine. D'accord. L'aigle évolue souvent à la limite de la visibilité humaine. Il est présent mais physiquement intouchable. Pour un esprit humain cherchant à conceptualiser le divin, une entité qui observe la totalité du monde d'en haut sans pouvoir être atteinte, c'est la métaphore parfaite du Dieu omniscient qui veille sur son royaume. Une sorte de caméra de surveillance théologique en somme. C'est joliment dit. Et pour la Grèce ancienne, quel est le lien avec Zeus, qui est littéralement le dieu de la foudre et des orages? Ce qui est fascinant ici, c'est de repenser à la mécanique du plongeon, qu'on a détaillé tout à l'heure. Les 160 km/h. Voilà. Une attaque inéluctable à 160 km/h venant du ciel, qui frappe avec une puissance destructrice instantanée. Pour un observateur de l'Antiquité, c'est l'équivalent biologique d'un éclair. Ah oui, le parallèle est évident. Cette onde du ciel à une vitesse foudroyante, ça pulvérise la cible et ça repart. C'est la manifestation physique du pouvoir absolu, de l'autorité incontestable. L'aigle, c'est l'éclair de chair et de plume. C'est fou. On a littéralement traduit ingénierie prédatrice par royauté divine. Et pour le concept de liberté si cher à l'époque moderne. J'imagine que cela vient de son comportement territorial. En grande partie, oui. Contrairement à de nombreux oiseaux grégaires qui évoluent en grandes nuées bruyantes, l'aigle règne souvent seul ou en couple. Un solitaire majestueux. C'est ça. Il patrouille sur des territoires immenses, traversant les frontières naturelles avec une aisance insolente. Cette solitude souveraine, libérée des contraintes du sol, résonne profondément avec l'aspiration humaine à l'indépendance absolue. D'accord. Donc, on a fait de lui un dieu, un empereur et un emblème national. C'est très bien pour décorer les passeports et les monuments, tout ça. Mais l'exploration de cette biologie nous offre aussi des enseignements beaucoup plus concrets pour notre propre quotidien. Une vraie leçon de vie. Une forme de sagesse du prédateur, oui. Et là, je t'avoue que j'ai souvent peur de tomber dans le discours un peu plat du développement personnel de comptoir. Tu sais, du genre « soyez fort comme un aigle ».
Oui, les phrases toutes faites sur les réseaux sociaux. Exactement. Or, la mécanique de cet oiseau offre une véritable leçon de gestion de crise, bien loin de ces clichés. Tout à fait. L'observation minutieuse de la nature nous offre souvent d'excellents modèles pour résoudre nos propres dilemmes cognitifs. Et la mécanique de vol de l'aigle illustre de façon magistrale ce qu'on appelle la gestion de la perspective. C'est-à-dire, Le fameux lien avec la vision en volume dont on parlait au tout début. précisément, face à un obstacle ou une crise complexe, le réflexe humain instinctif, c'est la tunnelisation. La vision en tunnel. Oui, on se colle le nez au problème, on s'épuise à chercher une solution immédiate, on bat des ailes frénétiquement pour essayer de passer en force. Ce qui ne fait que brûler notre énergie émotionnelle et intellectuelle. On réagit au chaos ambiant au lieu d'anticiper la situation en fait. Voilà. Alors que la stratégie de l'aigle, face à un relief montagneux complexe ou une météo difficile, c'est tout l'inverse. Il cherche le courant thermique ascendant. Il prend de la hauteur. Il s'arrête de battre des ailes et il s'élève géographiquement. Ce faisant, la montagne qui semblait être un mur infranchissable vu d'en bas redevient ce qu'elle est, un simple pli dans un paysage immense. C'est fascinant. La sagesse de l'aigle, c'est l'art de changer d'échelle. Face aux détails écrasants d'un problème, cesser de lutter frontalement et utiliser le temps pour prendre du recul. Garder les yeux fixés sur l'objectif lointain tout en conservant une vision claire du labyrinthe dans lequel on évolue. C'est une traduction incroyable d'une contrainte aérodynamique en stratégie mentale. S'élever pour ne pas s'épuiser. Franchement, pour tous les esprits curieux qui nous écoutent, cette plongée nous aura fait parcourir un chemin assez incroyable. C'est un voyage dense. Oui, on est parti des traceurs ultraviolets sur l'urine des campagnols et des serres autobloquantes capables d'écraser un crâne. On a vu comment cette matrice s'adaptait en dotant le pigargue de semelles antidérapantes pour la pêche contre la furtivité de l'aigle royal. Tout un arsenal. On a corrigé ce mythe absurde de l'automutilation pour comprendre la réalité complexe, mais tout aussi impressionnante, de la mue progressive. Et on a fini par comprendre pourquoi, d'Athènes à Washington, cet animal a monopolisé notre imagination. C'est la synthèse parfaite entre l'impartialité froide de la sélection naturelle et la richesse foisonnante de l'imagination humaine. Mais avant de clore cette exploration détaillée, il y a un angle mort qui m'interpelle fortement dans nos documents. Hein, et ben lequel? Pendant toute cette discussion, on a décrit comment l'aigle s'est parfaitement adapté à la rudesse du monde naturel sur des millions d'années. Au vent violent, aux proies difficiles, à l'usure physique. Mais aujourd'hui, les dangers lors de vols d'apprentissage pour les jeunes individus ont changé de nature. Le paramètre humain est effectivement entré dans l'équation. Et cela soulève une réflexion inévitable sur le paradoxe de notre relation avec le monde sauvage. C'est exactement ce qui me frappe. La machine de l'aigle est conçue pour exploiter les thermiques des montagnes et des vallées, pour se repérer sur de vastes territoires vierges. Mais nous modifions ces environnements à une vitesse vertigineuse. Une vitesse bien trop grande pour eux. On assèche des zones, on perturbe les grands espaces aériens, on modifie la chimie des lacs. C'est là tout le problème. L'évolution fonctionne à l'échelle des temps géologiques. La modification humaine de l'habitat, elle, fonctionne à l'échelle de quelques décennies. L'aigle a triomphé des glaciations, des famines et de la concurrence acharnée entre prédateurs. Mais le défi actuel est différent. Totalement. Il échappe à ses formidables capacités d'adaptation. Son métabolisme ne sait pas gérer l'ingestion de certains polluants qui rendent par exemple la coquille de ses œufs trop fragile. C'est dramatique. Et sa vision ultraviolette ne peut pas l'aider à anticiper la destruction de ses zones de nidification forestière. C'est vertigineux quand on y pense. Nous avons passé des millénaires à regarder le ciel pour trouver en lui l'incarnation de la divinité, de la liberté et du courage invincible. Nous l'avons mis sur tous nos emblèmes. Mais la réalité, c'est que la véritable épreuve de survie pour cet hyperprédateur, aujourd'hui, ce n'est plus de dominer la chaîne alimentaire naturelle. Non, l'épreuve ultime de sa survie, c'est de réussir à cohabiter avec l'espèce qu'il a érigée en Dieu. Nous testons chaque jour la limite de sa résilience, non plus dans la mythologie, mais dans le monde physique. Voilà de quoi changer radicalement notre regard. La prochaine fois que le ciel se dégagera et que l'on apercevra, loin là-haut, cette grande ombre silencieuse glissant sur les vents sans battre des ailes, on se souviendra que l'on n'observe pas seulement un miracle biologique ou un dieu antique volant. Non, On observe un survivant qui, depuis sa vue vertigineuse, nous pose silencieusement la question de notre propre responsabilité quant à l'avenir du ciel. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante et à très vite pour une nouvelle plongée.